Tout a commencé au mois de mars 2011 où j'ai reçu un coup de fil de Charles Dantzig des éditions Grasset qui me dit le mot Bugarache. Bugarache, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il me dit écoutez, c'est le nom d'un village au pied des Pyrénées, dans la haute vallée de l'Aude, qui, selon la soi-disant prophétie maya, devrait survivre à la fin du monde le 21 décembre prochain. Je dis oui, très bien. Et alors, il m'a dit écoutez, visiblement, les gens se précipitent pour aller là-bas, ils construisent des bunkers, on a peur qu'il y ait un suicide collectif, les maisons se vendent à des millions d'euros. Il y a des articles dans toute la presse mondiale là-dessus. Il y aura peut-être la matière pour faire un bouquin, pour faire un livre, faire une enquête, aller voir, aller interviewer les milliardaires chinois qui s'y installent, les Américains, les Russes, voir quelles sont les constructions qui se font, toutes ces sortes de choses. J'ai réfléchi, j'ai été voir sur internet, j'ai vu qu'effectivement il y avait une espèce de buzz incroyable autour du sujet, et j'ai dit banco, j'y vais. Et je suis descendu, et j'ai vu le fossé entre le fantasme d'un lieu et la réalité de ce lieu. J'ai passé 4 fois une semaine à Bugarache, j'ai rencontré les habitants, j'ai rencontré le maire, j'ai rencontré les gens qui y viennent, et j'ai pu constater qu'il y a ce qu'on dit du village, il y a ce que la presse a écrit, recopié, surrecopié et dérecopié constamment, et il y a la réalité d'un village qui est un village de 200 habitants dans la France profonde, une époque effectivement où malgré tout ce genre d'endroit reste assez enclavé, et la réalité d'un village où une rumeur, disons, s'encroute, s'installe et change au bout du compte totalement à la réalité profonde du lieu. Et donc ça donnait la matière, en fait, ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire au début, mais ça m'a donné la matière à une sorte de récit de voyage, un peu à façon Tintin chez les ésotéristes, où je me suis bien amusé, il faut bien l'avouer, j'espère que mon lecteur s'amuse tout autant. Voilà. J'ai toujours aimé tout ce qui est ésotérique, le mystère. Pour moi, c'est des bases de romans passionnantes. Quand j'étais ado, j'avais dévoré Le Pendule de Foucault d'Umberto Eco, Le Matin des magiciens. J'achetais les vieux numéros de Planète. Je collectionnais les livres de la collection J'ai lu rouge et Robert Laffont Noir, tous ces livres sur l'ésotérisme, sur les mystères, sur les civilisations disparues, sur l'Atlantide, sur le déluge, sur tous ces trucs-là, les ovnis. Donc, disons qu'il y a un terreau sensible chez moi devant ces sujets, et j'ai toujours aimé les considérer non pas comme des vérités révélées évidemment, mais comme une preuve d'une sorte d'imaginaire collectif qui ressort régulièrement chez les gens. On est dans une période de crise religieuse depuis longtemps, ça on en parle, enfin tout le monde le sait. Les gens ne croient plus en rien, donc ils ont besoin de croire en quelque chose. Donc voilà, au Moyen-Âge, on avait le jugement dernier, ce genre de terreur qui cimentait les sociétés. Là maintenant on n'a plus rien, là on s'en invente. Alors là on a la fin du monde, mais c'est le 183e cas de fin du monde depuis la chute de l'Empire romain. Régulièrement, les gens ont besoin d'avoir les jetons, ils ont besoin d'avoir peur en quelque chose. Mais c'est exactement comme les gens qui sont contents d'aller à la Foire du Trône ou d'aller dans le Space Mountain à Disneyland pour se foutre les chocottes pendant quelques heures, pendant quelques minutes, avec la certitude qu'ensuite ils seront dans leur lit tranquillement. C'est comme regarder un film d'horreur. Donc voilà, c'est ce plaisir-là qui a fait que j'ai voulu choisir ce sujet, parce que j'aime les espèces de grandes fausses frayeurs contemporaines, les espèces de légendes urbaines qui n'en sont pas une, parce que là on est vraiment dans la ruralité. Mais voilà, d'où juste une fascination depuis toujours pour le mystère, l'astrologie, l'ésotérisme et tout ça. On a besoin de penser à notre finitude, on a besoin parce que ça donne un sens, ça donne une raison de continuer ou de s'arrêter. Les gens ont besoin d'avoir peur. Voilà. Les gens aiment les contes de fées, ils ont besoin d'avoir peur de l'ogre, ils ont besoin d'avoir peur du bâton, ils ont besoin d'avoir peur du loup. Dans les contes de fées, on s'en fout du petit chaperon rouge. Ce qu'on aime, c'est le loup. On s'en fout du petit pousset, ce qu'on aime, c'est l'ogre. Ils aiment juste avoir peur, ils aiment voilà, l'idée qu'il y a une entité supérieure au-dessus de nous qui risque de tout détruire, et ne serait-ce que parce que ça donne du sens à ce qu'on fait, et ça donne de la saveur, voilà, ça donne de la saveur aux derniers jours qui nous restent avant la grande destruction. Mais tout ce qui est autour du Bugarache est une zone touristique parce que c'est la zone de Rennes-le-Château. Toute cette histoire de trésors retrouvés dans les années 50, enfin au début du siècle par un curé, qui ensuite a été... le journalisme et les livres ont pris le relais de cette affaire. C'est devenu il y a toute une série de best-sellers qui ont été écrits, et tout ça est à la base du roman de Da Vinci Code, qui est un best-seller planétaire. Donc il y a une espèce de permanent pèlerinage ésotérique qui vient dans le coin. En été, en hiver, j'y suis allé, il n'y a pas un chat. Donc, il y a quand même, c'est sur une zone touristique, mais c'est un peu en décalé, et surtout contrairement à tous les autres endroits, parce qu'on est aussi dans le pays Qatar, donc les gens viennent voir les ruines de ce qui ne sont pas d'ailleurs les châteaux Qatar, puisqu'ils sont des châteaux postérieurs. Les gens viennent se balader dans la région, viennent voir ça, mais Bugarache était un peu en retrait, et c'est devenu en fait le dernier, voilà, c'est devenu le saint des saints, parce qu'il n'y avait rien d'autre que cette montagne, très belle, très étrange, qui a pour seul...
Ils ont pour seule particularité d'être ce qu'il appelle un plissement couché, c'est-à-dire que la roche supérieure est plus ancienne que la roche inférieure. Il y a une espèce de renversement pendant des millions d'années. Alors les ésotéristes expliquent que ça s'est passé d'un coup, qu'il y a une météorite qui est tombée et que c'est un volcan à l'envers. Bon, ça c'est leur choix. Donc Bugarach, c'est devenu le dernier bastion de l'ésotérisme, disons buissonnier. Les gens voient dans cette montagne ce qu'ils y projettent. C'est comme quand on s'allonge dans l'arbre et qu'on regarde les nuages. Il y en a qui verront un livre, d'autres qui verront une table, d'autres qui verront une chaise, d'autres qui verront un visage, d'autres qui verront une fesse, ce que vous voulez, un téléphone. Et puis ensuite, le vent bouge et les nuages bougent, ça change. Donc c'est le principe de la montagne sacrée, c'est le mot analogue, c'est cette espèce de colline inspirée où on projette ce qu'on a envie d'y voir. Voilà, c'est l'auberge espagnole de l'ésotérisme à tout va et à tout craint. On n'a rien imposé aux habitants de Bugarach, ça leur est tombé dessus un peu comme un cheveu sur la soupe. Le maire va à la... Le maire un jour arrive au conseil municipal en décembre 2010 en disant « Ah, j'ai vu sur internet un truc incroyable, un cinglé s'est mis en relation Bugarach avec la prophétie de fin du monde des Mayas, selon lequel le 21 décembre 2012 tout disparaîtrait. Et apparemment, c'est à Bugarach qu'il faut se trouver, qui sera le seul endroit à survivre. » Alors, il rigole bien. L'un des conseillers municipaux appelle l'indépendant de Perpignan, le journal local, fait passer l'info, il trouve ça drôle, ça fait une brève, et la brève a grandi, a pris des proportions délirantes, toute la presse a relayé l'info, le monde entier s'en est mêlé, des gens de tout le globe, des chaînes de télé sont venus faire un saut là-bas, et les habitants de Bugarach se sont un peu pris la rumeur dans la gueule, si je puis dire, ils n'avaient rien demandé. Eux, c'est des gens qui vivent dans leur petit village tranquillement. Alors, il y a toujours eu un peu une clientèle ésotérique de gens qui venaient chercher des ovnis, ce genre de choses, parce qu'on est près de Rennes-le-Château, on est en pays Qatar, donc il y a une permanence du mystère. Mais la fin du monde, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça n'a rien à voir avec même les croyances locales. Il y a un côté plus New Age, vieux hippie qui fument des pétards dans la région, donc ils ne guettent pas du tout la fin du monde. Eux, ils attendent à la limite l'arrivée du nouvel âge. Donc pour eux, c'est pas une fin du monde, c'est une renaissance. Et de tous les gens que j'ai croisé personne qui accordait le quelconque crédit à cette soi-disant prophétie et à cette fausse rumeur. Voilà. Mais rien ne se passe à Bugarach, si ce n'est que c'est là que tout se passe. Le paradoxe, c'est que c'est une sorte de bulle qui a gonflé, remplie de vide, comme un trou noir, une sorte d'antimatière qui a aspiré le village dedans. Mais à Bugarach, il ne se passe rien, il ne se passera rien. Mais ce qui peut se passer, c'est que plein de cinglés se précipitent juste pour voir ce qui se passe. Et comme c'est un tout petit village, ça va devenir un peu problématique. Donc la municipalité, enfin la préfecture, va faire fermer l'accès au village d'un côté comme de l'autre. Il y a une seule route qui est la D14 qui passe pour que les villageois soient tranquilles pendant les 2 jours avant et les 2 jours après la fin du monde. Et ensuite, leur village retrouvera sa tranquillité, sa quiétude, et deviendra peut-être un lieu de pèlerinage pour ésotéristes nostalgiques et impénitents, mais ça restera ce que ça a toujours été, c'est-à-dire un village ravissant dans un pays magnifique. Voilà. L'accueil là-bas, au départ, je suis arrivé, disons, au début de la rumeur, donc ça allait encore. Donc ils étaient à peu près courtois. Ils commençaient à déjà en avoir marre. Je suis arrivé en mars... non, je suis arrivé en octobre 2011. C'est-à-dire que ça faisait 6 mois que c'était lancé. Et puis j'arrivais avec le projet d'un livre, non pas d'un article, de chez Grasset. Je travaillais au Figaro. Enfin, il y a un côté un peu institutionnel qui passait. Et en plus, j'ai été escorté d'un documentariste, je ne sais pas comment on dit, qui a fait un remarquable film qui passera sur Arte le 21 décembre, 2 fois, et qui lui est resté carrément 5 mois sur place, qui a fait un documentaire sur la vie réelle du village. Et là on n'est plus du tout dans la fantasmagorie, on est vraiment chez Depardon, le film est magnifique. Donc voilà, donc nous on a creusé. C'est pas comme les journalistes qui viennent 24 heures, qui vont voir toujours les 2-3 personnes qui viennent se pavaner dans les caméras quand elles sortent. Nous on a vraiment vu les vrais gens, si tant est que les vrais gens ça veut dire quelque chose, mais juste les gens qui vivent là quotidiennement et qui à la limite se méfient des caméras et qui font un peu apprivoiser et qui nous disent quelle est la réalité du village, c'est-à-dire celle d'un village qui vit en 2012, voilà, ou bientôt 2013, à l'heure de l'Europe et à l'heure de la politique agricole commune, et qui ont tous qui vivent difficilement, qui vivent au RSA, qui est un village qui a voté majoritairement François Hollande, un village qui représente exactement ce que peut être la France en ce moment, et pas du tout un espèce de conglomérat de cinglés. Voilà. Tous les journalistes sont du 24 heures. Moi, je suis venu 4 fois une semaine. Donc, il y a 4 saisons différentes. Les gens ils viennent pendant l'été, quand il y a plein de cinglés qui viennent, qui sont les ésotéristes, qui viennent faire des stages de développement personnel sur le pic. Moi, je suis allé en plein hiver, sous la neige, quand le village est déserté. Et c'est là qu'on voit vraiment à quoi il ressemble.
D'abord, il y a vraiment un paysage de fin du monde, pour le coup, mais un film de fin du monde désertique, post-apocalyptique, où il n'y a plus personne à part les gens cloîtrés chez eux parce que leur chauffage a pété. Je savais pas ce à quoi m'attendre. Je voulais pas avoir d'a priori. Je suis par essence sceptique et par essence ouvert à tout ce qui peut être un peu mystérieux et rationnel. C'est-à-dire que je suis, voilà, je crois en rien, mais je veux bien croire en tout à partir du moment où c'est séduisant et rigolo et inattendu. Et en fait, à partir du moment où c'est pour moi romanesque, où c'est la preuve d'un imaginaire, quel qu'il soit. Toutes les religions sont des manifestations, enfin toutes les religions sont des romans ou des manifestations d'imaginaire à chaque fois. Donc ça, pourquoi pas. Et je me disais, pourquoi pas. C'était ça mon maître mot. J'y vais, je vais voir ce qui se passe. J'y vais à tâtons, à l'aveugle, ce qui est le contraire de ma méthode habituelle. Normalement, moi, je suis dans cette petite pièce, j'écris des romans, j'invente des mondes, je bâtis des mondes de façon très très méthodique. Là, j'arrivais complètement vierge, si je puis dire, de tout a priori, en me disant, bon, on verra bien. Et j'ai vu. Alors effectivement, si je m'attendais à avoir des ovnis, avoir des sacrifices rituels ou avoir des bunkers souterrains, je suis déçu. Mais si je m'attendais à rencontrer des gens intéressants, attachant, touchant, là j'ai pas été déçu. Donc, dans le livre, effectivement, le but c'était quand même de faire un petit catalogue de gens étranges. Donc j'ai mis le curseur, j'ai zoomé, si je puis dire, sur les gens les plus extravagants que j'ai rencontrés. Donc effectivement, il y en a une qui est tout à fait sympathique et joyeuse, mais qui, elle, a une théorie un peu complotiste, expliquant que l'affaire de la fin du monde, décembre 2010, est arrivée pile poil au moment où le maire voulait lancer un programme d'éoliennes, de parc à éoliennes dans la région, qui est un programme bien réel. Et effectivement, tout à coup, ça s'est noyé dans la fumée de la fin du monde et ça a un peu gommé le problème qui a pu être traité par la presse. Alors bon, ça c'est une théorie. Le truc c'est que j'ai été à un conseil municipal, ils ont lancé à un moment le sujet des éoliennes, et apparemment c'est juste gelé pour l'instant, donc je pense pas que cette théorie tienne mieux. Mais j'ai vu des gens étranges, j'ai vu une des habitantes du village qui, elle, se dit égyptologue, qui a beaucoup de livres chez elle, et qui m'a expliqué qu'elle était chamane celte, qu'elle parlait en télépathie avec les vautours, et qu'elle avait été contactée par des instances supérieures pour restaurer la chevalerie templière féminine. Donc voilà, c'est vu des gens comme ça, ou un habitant charmant qui, lui, est plus ambiance Da Vinci Code et recherche le trésor de Rennes-le-Château, ainsi que, évidemment, qui aspire à une restauration de la dynastie mérovingienne. Bon, c'est un village qui n'est pas tout à fait banal. C'est pas tout à fait banal, mais tu prends un immeuble parisien, tu vas vraiment chez les gens, tu vas voir vraiment ce qu'ils ont dans la bibliothèque, tu demandes vraiment ce en quoi ils croient, on obtient plus ou moins le même résultat. Donc voilà, il se trouve qu'à Bugarach, c'est ce qu'on cherche. Mais si on va creuser vraiment chez les gens, ils ont tous leur singlerie, tous leur folie, tous leur part d'irrationnel, tous. À Bugarach comme ailleurs. Une bonne partie du village vit au RSA, il faut bien avouer. Ils vivent de l'agriculture, c'est beaucoup des néo-ruraux, c'est-à-dire des gens arrivés dans les années 70, 80, 90. C'est une région qui a été désertée dans les années 60, ça faisait partie comme des régions comme le Larzac, la Lozère, l'Ardèche, l'Auvergne, des régions dont les familles de paysans ont fini par partir pour tenter leur chance dans les villes pour avoir des existences plus vivables parce que ça devenait très rude. Et il y a eu mai 68, il y a eu le retour à la terre de citadins qui, eux, voulaient retrouver des valeurs plus simples, plus naturelles, plus bio. Donc en fait, il y a eu un croisement de population. Et en fait, ce sont des gens de pas mal de pays. Il y a 12 nationalités différentes à Bugarach, et ça, à la limite, la spécificité. Et donc, ce sont des gens qui sont vraiment venus là par choix, choisissant une vie rude, choisissant une vie difficile, choisissant une vie parfois vraiment pénible, mais pour être en contact avec les éléments, en contact avec la terre, en contact avec, certains disent les énergies, voire les ondes, et ça je leur laisse ce choix, mais c'est-à-dire pour manger une viande qui a goût de viande, des légumes qui ont goût de légumes, enfin voilà, pour vivre un peu en parallèle au grand monde marchand et un peu déshumanisé qu'on a dans les villes, ou disons voilà, à l'esthétique de supermarché. Voilà. Alors effectivement, quand on m'a proposé le sujet, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse un tel buzz médiatique. Non pas mon livre, mais le sujet. C'est-à-dire Bugarach, voilà, j'ai fait mon petite enquête dans mon petit coin, j'ai fait livre qui est une sorte de grosse, entre le récit de voyage et le reportage, voilà, un petit peu guignolesque. Et là, depuis que le livre est sorti, je suis contacté tous les jours par des chaînes de radio, de télévision pour en parler. J'ai CNN qui est venu dans ce même endroit avant-hier.
voilà, je fais des émissions de télé, des émissions de radio, en fait très peu d'articles de presse paradoxalement. D'habitude j'écris des romans, donc je fais surtout des critiques. Et là c'est vraiment, je suis invité en tant que spécialiste de la fin du monde ou spécialiste de Bugarach, ce que je ne suis absolument pas, mais c'est assez rigolo. C'est que je suis, ça c'est le, on est à l'ère où les gens sont autoproclamés tout de suite, voilà, spécialiste S une matière. Je suis devenu Monsieur Bugarach, Monsieur Fin du monde. Et ça franchement je m'y attendais pas. Voilà, c'est-à-dire que j'étais perpétuellement en quête de... En fait, ce livre, c'est la quête d'un sujet, c'est la quête d'un livre qu'en fait, j'arrive pas à obtenir. C'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire que je courais après Bugarach, après la fin du monde, qui était en fait la seule chose dont les gens ne parlaient pas. C'est-à-dire que voilà, j'ai juste vu des gens qui vivaient, et j'ai vécu avec eux pendant quelques temps. Et je les ai regardés vivre avec, j'espère, un peu d'empathie, pas juste de l'ironie, même si j'ai vu quand même des choses étranges. Donc voilà, donc le sujet m'a perpétuellement échappé, le livre est en décalé par rapport à l'objectif d'origine, mais je pense que le résultat est même plutôt plus intéressant que ce que ça aurait pu donner. Je l'aurais envoyé il y a 15 jours, pour l'instant je n'ai pas de retour. Si j'ai le retour d'une personne qui m'a juste envoyé un mail par Facebook pour me remercier, et j'ai pas plus de retour que ça. Peut-être que si j'y vais, on va me mettre le goudron et les plumes, comme dit mon camarade Rémi Lenné, ou alors qu'ils vont me crucifier à la montagne, ou m'enfermer dans une soucoupe volante, tout est possible.